je m'appelle Hugo, j'habite à Grenoble, je suis militant à Grenoble depuis mes 17-18 ans, donc j'en ai bientôt 40, ça fait un petit moment. Je suis natif de Grenoble et moi j'ai un parcours un peu atypique dans l'éducation populaire, qui est mon champ d'activité principal. Je suis rentré là-dedans par la petite porte, je suis rentré là-dedans par le militantisme. Moi, je faisais partie de groupes très alternatifs, plutôt anards, qui montaient des lieux, qui s'investissaient dans des luttes diverses. Et en fait, j'ai appris sur le tas ce qu'était l'éducation populaire, finalement, même à l'époque on ne le nommait pas comme ça, ce qu'était la question de pouvoir d'agir, voilà, et que finalement il ne suffisait pas de mettre des gens dans une même salle pour décréter que c'était la démocratie, mais qu'en fait il se jouait beaucoup de rapports de domination entre nous, des choses intégrées par nos constructions sociales. Moi j'ai animé un café bibliothèque librairie avec d'autres copines et copains pendant une dizaine d'années à Grenoble, un truc très alternatif, et donc j'en étais un peu l'animateur de fête. Voilà, investi dans pas mal de choses. C'est là aussi que j'ai découvert la question paysanne, au début des années 2000, donc dans le grand moment de l'altermondialisme. Moi j'étais petit, voilà, mais c'était les faucheurs d'OGM notamment, c'était le grand truc de l'époque. Voilà, j'ai eu une vie un peu précaire, militante comme ça à un moment, et on a été quelques-uns à croiser le travail de la SCOP Le Pavé. Donc ça va être plutôt tout début des années 2010. Et donc on va croiser ces gens-là qui portent un regard radical sur l'éducation populaire, un regard critique sur ce qu'elle est devenue aussi, après 60 ans de bataille avec l'État et les politiques culturelles. Et bien, ils portaient un regard critique qu'en gros l'éducation populaire avait quasiment disparu et qu'il fallait la réhabiliter, une éducation populaire au sens politique du terme, c'est-à-dire au sens créer de la démocratie, justement, former des citoyens. Voilà. Des citoyens nécessairement actifs pour pouvoir agir sur la démocratie. Et moi j'avais été frappé de ces gens-là qui arrivaient à... Donc ils avaient monté un organisme de formation pour aller former les animateurs, les animatrices dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC. Donc ils arrivaient à en faire une activité économique finalement, tout en gardant une radicalité et un propos fort. Donc ça m'avait marqué. Et une vision de transformation sociale assez nette et argumentée. Et donc on s'est fait embringuer dans cette aventure assez chouette et on a monté du coup l'équivalent de la SCOP Le Pavé à Grenoble, une sorte d'antenne autonome qui s'appelle la SCOP L'Orage, qui existe encore. Voilà, et donc moi j'ai été dans l'équipe de création de ce truc-là, donc je me suis retrouvé co-gérant de ce machin, donc j'ai changé d'ambiance, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert la coopération et le monde des coopératives, moi qui venais vraiment de l'associatif. Donc c'est autre chose, et voilà, j'ai découvert ça, c'était assez passionnant. Donc on a fait ça, et en travaillant, finalement le cœur de métier c'était l'éducation populaire, donc comme j'ai dit, les centres sociaux, les MJC, les foyers ruraux, les colonies de vacances, voilà, c'est tout ça le monde de l'éducation populaire, mais en fait cette question de la participation citoyenne, cette question de travailler nos rapports de domination, cette question de l'émancipation, de la transformation sociale, elle concerne beaucoup plus le collectif que seulement le socio-éducatif. Donc voilà, cette approche concerne beaucoup plus de gens au-delà du seul socio-éducatif et concerne tous ceux finalement qui ont un intérêt à travailler avec un public, et face à un public auquel on aimerait participer à des projets avec voilà, une sorte d'entrée. On s'est mis à travailler avec une sorte d'association sur des thématiques beaucoup plus larges, seulement socio-éducatif. Et parmi tous ces sujets, on est tombé sur des gens qui travaillaient la question de l'agriculture paysanne. Et donc on s'est mis à former des animatrices, des animateurs au départ, qui accompagnaient les paysans et les paysannes dans une transition écologique, paysanne, agricole, donc plusieurs structures qui font de l'accompagnement, voilà, à installer des paysans, à les accompagner techniquement. Voilà, et petit à petit, moi je me suis de plus en plus intéressé à ça, je me suis de plus en plus spécialisé à cette question-là qui m'a passionné en fait. De pouvoir faire de l'éducation populaire en milieu rural, là où il en manque cruellement, et en tirant ses fils.
Et ben finalement je me suis mis à travailler avec la Confédération Paysanne. Au bout d'un moment j'ai rencontré l'atelier paysan. Entre temps, moi j'étais devenu indépendant. J'ai une petite activité à un moment, j'ai quitté la SCOP dont je vous parlais et j'ai une activité indépendante. Et dans ce cadre-là, j'animais des séminaires, j'animais des temps collectifs, voilà, et dont l'atelier paysan. On a posé un double constat à ce moment-là. C'était un double constat qu'on posait régulièrement dans notre organisation, qui était nous avons un déficit de culture politique dans les structures qui se disent de transformation sociale. On observe que petit à petit, les assises, nos déterminations politiques, nos arguments commencent à s'effriter. Parce qu'on est pris dans une marche en avant de devoir faire des projets, de devoir répondre à des projets, de devoir finalement devenir prestataire d'activités, de projets. Et l'aspect de transformation sociale passe un peu à la trappe, et en tout cas il y a un barbarisme, mais une espèce de déculturation, une perte de la culture politique et du sens, qui crée de la souffrance pour les gens qui rentrent là-dedans, qui rentrent avec plein de bonne volonté, qui ont envie de changer le monde et qui se cassent les dents assez vite finalement sur des réalités telles que je viens de les décrire. Donc, besoin d'un renfort d'éducation politique. Éducation populaire, ça ne veut pas dire éduquer le peuple. Ça, c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire j'ai le savoir, je vais le transmettre au peuple pour qu'il puisse s'en saisir. L'éducation populaire, c'est de l'éducation politique. C'est de l'éducation citoyenne. C'est l'éducation à être citoyen. Et donc, on va s'auto-éduquer entre nous, co-éduquer mutuellement avec des méthodes qui sont populaires. Arrive là, c'est-à-dire pas nécessairement du livre, du cours à la fac, où, vous voyez, ça serait des méthodes pas populaires, finalement, très scolaires, voilà, mais avec des méthodes qu'on invente. L'atelier paysan est une coopérative de paysans et de paysannes qui s'attaque à la question du matériel agricole et du bâti. Et donc, qui s'attaque à l'idée que la machine agricole est un frein, un vrai verrou, une condition de reproduction du modèle industriel et dominant en agriculture. Ce n'est pas neutre. La technologie agricole n'est pas quelque chose de neutre qui pourrait donner à la fois du bon et du mauvais. La technologie agricole est quelque chose qui prescrit, donc qui impose, j'allais dire recommande, mais non, impose une agriculture conventionnelle, industrielle. Pas notamment cet imaginaire de la grosse machine, etc. Et donc le point de départ de l'atelier paysan, c'est très simple, hein, c'est de dire pour pouvoir faire une autre agriculture, on a besoin d'autres outils. Et donc ces outils ne sont pas disponibles dans l'industrie de la machine. Et donc on va se les faire nous-mêmes. Et donc voilà, l'idée de l'atelier paysan, c'est de constituer un pot commun des innovations paysannes. C'est-à-dire que les paysans innovent. Donc là, ça rejoint mon discours sur l'éducation populaire, c'est-à-dire, enfin, moi j'y vois quelque chose de très éducation populaire là-dedans, c'est-à-dire que n'attendons pas que descendent des solutions toutes faites d'un monde qui est extérieur à nous, qui est le monde des dominants, qui est le monde de la technoscience, qui est le monde des ingénieurs, qui est le monde de ceux qui prescrivent de la solution technique. N'attendons pas d'eux quelque chose qui soit émancipant, mais plutôt entre nous, paysans et paysannes, nous devrions trouver les chemins de notre propre émancipation. Et d'ailleurs, les paysans et les paysannes innovent déjà, et voilà, un des points de départ de l'atelier paysan, c'était de dire il existe partout des trouvailles, des bricoles paysannes ou de tout temps. Le savoir-faire paysan a trouvé à s'adapter aux conditions pédoclimatiques, au terroir, à ses choix de production, à ses virages, voilà. On a toujours trouvé des bricoles, mais ce savoir-là d'adaptation, d'être en capacité de tout de suite réagir sur son itinéraire technique, ce savoir-là ne se conserve pas, se perd quand il y a transmission. Alors déjà, les paysans disparaissent, ça, il faut que vous en ayez conscience. On est aujourd'hui à 400 000 paysans, ce qui est le fruit d'une hémorragie considérable. C'est 4 fois moins qu'il y a 30 ans. Le savoir-faire paysan disparaît avec les paysans qui disparaissent. Et même quand le paysan transmet sa ferme, et ben le savoir est perdu, ne se transmet pas avec la ferme.
Donc l'idée c'est de conserver ce savoir, et donc on a un pot commun, donc pour l'instant c'est un site internet avec des tutoriels, avec des brochures, avec tout plein de choses, et donc on va explorer le savoir comme ça, donc on fait des tournées de référencement de l'innovation paysanne. Donc j'insiste sur ce point de départ, nous ne sommes pas cabinet d'études, on va d'abord aller observer les innovations paysannes qui se pratiquent déjà. Donc on se promène comme ça, on va chroniquer toutes ces innovations. Et après, en fonction de l'intérêt que les paysans et les paysannes y trouvent, on va essayer de travailler ces observations pour en faire des nouveaux prototypes, pour faire que ça soit reproductible. Et donc actuellement, sur le site, alors que l'atelier paysan existe depuis 2013, donc c'est assez récent, nous avons plus d'1 millier de machines et d'outils et de bâtis qui sont chroniqués sur le site de l'atelier paysan, c'est considérable. Donc voilà l'activité principale de l'atelier paysan, et après, en annexe, si j'ose dire, pour soutenir ça, il y a une activité de formation, donc là où on forme les individus, paysans et paysannes, à savoir intervenir sur leur machine, et donc à scier, découper du métal, percer, lire un plan. Voilà, et donc l'idée c'est que les plans ils sont en open source, protégés par une licence libre sur le site internet, n'importe qui peut les prendre, sans même mettre son nom, sans rien payer du tout. Hop, là il y a des plans techniques. Et à partir de ça, si on a un peu appris les rudiments de la soudure, du travail du métal, on doit être en capacité de fabriquer ses propres outils, de les réparer, de les réadapter si on change d'avis dans 2 ans, etc. etc. Voilà. Et ayez bien en tête que ça est une alternative. En face, la seule solution, c'est l'industrie de la machine avec son armée de techniciens. Et en fait, on ne peut pas faire ça. Si vous vous endettez, c'est un des plus gros facteurs d'endettement, l'équipement. Il y a la terre et l'équipement, les 2 gros facteurs d'endettement du paysan. Si vous vous engagez sur un investissement qui va être de l'ordre assez vite de 50 000, 100 000, 200 000 euros pour une petite ferme, évidemment vous allez être un peu frileux à foutre un coup de disqueuse dedans pour essayer de le réadapter ou un coup de fer à souder dedans. Et vous allez être un peu frileux pour changer d'avis sur votre façon de faire 2 ans plus tard avoir fait cet investissement-là. Vous allez être immédiatement contraint à finalement faire avec ce truc-là. Donc c'est un levier qui est considérable. Voilà. Et la 3e activité est une activité de développement agricole. Donc on s'inscrit dans le développement agricole. C'est là qu'on est, nous, dans l'histoire. Et donc on a une activité de lobbying, de plaidoyer et de aussi partenariale avec les autres structures amies pour faire avancer la question de l'agriculture paysanne partout. Alors avec les questions de genre, avec les questions de pauvreté, avec les questions d'imaginaire, de lien à la ville, etc. Donc voilà, on est engagé dans des programmes comme ça multi-partenariaux. Moi j'arrive dans l'aventure de l'atelier paysan à un moment où l'atelier paysan a 2 problèmes. Il y a clairement une crise de croissance. L'atelier paysan est parti très vite, très fort. Et là il y a un moment donné, le modèle que je viens de vous décrire rapidement atteint ses limites, des limites matérielles des paysans. L'atelier paysan était arrivé à un point où il devait décider stop ou encore sur ce même modèle. Et en gros, continuer sur le même modèle reviendrait à installer des antennes de l'atelier paysan dans tous les départements. On a déjà une antenne qui est en Bretagne, donc le siège est en Isère, et on a 2 collègues qui sont basés en Bretagne, voilà, constituent une antenne, des salariés de l'atelier paysan, et donc la suite logique, on va dire, de développement serait d'installer des collègues de partout comme ça, pour éviter que nous on fasse 800 km aller-retour tous les jours, et puis qu'on soit aussi relié à une réalité territoriale, qu'on soit pas hors sol, à débarquer dans un endroit qu'on ne connaît pas. Mais le choix qui a été fait par les paysans et paysannes avant que j'arrive, c'est pas celui-là, c'est un choix inverse, c'est de dire on va essaimer la pratique d'autoconstruction localement et on va accompagner des collectifs de paysans, de paysannes, de citoyens, de citoyennes pour créer leurs propres ateliers paysans locaux en fait. Voilà, et donc après on mettra tout au pot commun les innovations qui ont été faites. Sauf que cette belle idée, elle se décrète pas, elle se réalise pas toute seule. En à peu près 10 ans du début de l'aventure finalement, si on prend très large le début de l'aventure, on a eu 2 essaims qui sont sortis de terre sous forme associative, et à ce rythme là on va pas aller bien loin, quoi. Du coup
mon poste et d'autres ont été créés pour encourager, accélérer, doper cette stratégie d'essaimage. Et donc moi, avec mes autres collègues qui sont sur le même champ, on se déplace en région pour faire de l'accompagnement de collectifs, et donc on accompagne de la dynamique locale. Et donc là, un poste d'éducateur populaire prend sens parce que moi je fais ça depuis 10 ans, en fait, j'accompagne les collectifs à s'auto-organiser avec des principes d'organisation plutôt horizontaux, et dans l'idée d'avancer. Première idée, en fait, besoin d'un renfort d'animation, de dynamique collective, de pouvoir d'agir pour le coup. Donc là, c'est mon cœur de métier. Et cette idée de déficit de formation politique. Clairement, le deuxième constat de l'atelier paysan, c'est que malgré notre belle alternative, là pour le coup nous sommes une alternative à la machine agricole, on en est extrêmement fiers, on se déchire tous les jours, on travaille comme des tarés pour proposer cette alternative qui est sortie de terre en très peu de temps et qui est conséquente, qui est assez unique en Europe, pas trop. On en est à la fois extrêmement fiers et on en est à la fois extrêmement frustrés de son aspect inoffensif. Nous avons pleine conscience que 400 paysans paysannes par an n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Nous ne sommes pas calibrés. Nous faisons le constat avec d'autres que pour pratiquer une agroécologie paysanne, nous avons besoin d'1 million de paysans et paysannes pour nourrir le pays. Pour remplacer totalement l'agriculture industrielle et ne pas être juste une étagère d'agriculture paysanne dans un supermarché d'agriculture industrielle, pour réellement remplacer. C'est ça la transformation sociale. Remplacer. C'est 1 million de paysans et paysannes en agriculture, en agroécologie paysanne, qui est une approche qui demande extrêmement de savoir-faire. Voilà. Moins de capitaux, plus de savoir-faire. D'accord ? Plus de cerveaux, moins de serveurs. Donc ça demande un accompagnement terrible, conséquent pour arriver à ça. Ça sort pas de terre. Et c'est, pour vous donner une idée, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 400 000 exploitants encore survivants aujourd'hui. L'objectif, ça serait 1 million, ce serait le doublement des existants. Et donc nous, on en met 400 par an. Sur 20 ans, pour installer 1 million de paysans, c'est 40 000 par an pendant 20 ans. Pour donner un autre ordre de grandeur, tous ces installés, tous nos efforts cumulés là, parce que nous ça fait 10 ans, mais les autres ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font, sur la bio, tout ça, etc., ne contre pas l'hémorragie paysanne. Absolument pas. Ça c'est une idée fausse qu'on pourrait avoir quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, de se dire qu'en fait ça y est, les gens ils ont compris, qu'on est sur le bon chemin, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans les bonnes démarches d'agroécologie, etc. En fait, pas du tout. Pas du tout. On n'en est pas du tout là. Donc, ce constat d'inoffensif a été posé à l'atelier paysan. Nous sommes fiers de notre alternative, pleinement conscients que nous sommes inefficaces par rapport à l'enjeu et inoffensifs par rapport à l'adversaire, qui lui pédale dans notre sens et propose encore plus de robotique, encore plus de machines, encore plus de machines pour qu'il y ait encore moins de paysans. Voilà. Et ça, ces projets-là continuent à avancer et nous ne commençons pas du tout à faire peur, à ralentir, ni à mettre ne serait-ce qu'un petit caillou dans la chaussure de cette avancée-là. Et donc par rapport aux grandes industries de la machine, nous nous sentons inoffensifs. Et donc clairement, nous avons abandonné l'idée, alors moi je ne l'ai jamais eu, mais en tout cas à l'atelier paysan, ils ont abandonné l'idée de dire que c'est par la diffusion de cette alternative que nous ferons s'effondrer l'adversaire. Nous n'y croyons pas. Ce n'est pas parce qu'il y aura 10 fois plus, 100 fois plus de gens qui viendront à l'atelier paysan que derrière, les grands fabricants de machines vont dire « Putain, vous aviez raison les gars, on s'est gouré, en fait on va arrêter. On pense qu'ils ne lâcheront jamais, ils iront jusqu'au bout. » Et c'est catastrophique. On trouve que cet enjeu dépasse l'enjeu des paysans. Et que c'est du même ordre que les OGM il y a 20 ans. Et ça va nécessiter
rapport de force exercé par la société, pas que les paysans, mais vraiment toute la société civile, pour refuser. Là il n'y a pas de compromis. Les OGM, c'est évident, hein. On ne peut pas faire cohabiter un champ d'OGM avec un champ de bio, c'est pas possible. Bah là c'est la même chose, il n'y a pas de compromis possible. Il faut refuser ce rouleau compresseur des nouvelles technologies qui arrivent, sinon très vite on va arriver à des robots qui remplacent les paysans dans les champs et une agriculture définitivement industrielle, sans retour en arrière possible. Du coup, bah voilà sur le champ dans lequel on est engagé, et moi je suis à l'appui de ça à l'atelier paysan, et là le patrimoine de l'éducation populaire nous aide vachement, parce que finalement il a toujours dit ça, la démocratie c'est une bataille, c'est jamais acquis. Il faut toujours aller réclamer ses droits et les arracher à ceux qui veulent nous les enlever. Et le problème, peut-être on va développer ça, c'est que cette vision-là conflictuelle de la société n'est plus très à la mode. Et mon discours que je porte a du mal à être entendu là, enfin que je porte là aujourd'hui et que je porte collectivement, a du mal à être entendu parce qu'il est entendu comme un discours de violent, guerrier, de gens qui préfèrent la guerre à la paix. Voilà. Et donc on nous rétorque des arguments de non-violence, que peut-être dans la discussion on va s'entendre, c'est la glorification du en même temps. Voilà, on devrait pouvoir faire en même temps de l'agriculture industrielle et de l'agriculture vertueuse. Voilà, on devrait pouvoir à la fois qu'il y ait des millionnaires et puis qu'il y ait des gens qui crèvent pas la dalle. Mais en fait non, en fait. C'est parce qu'il y a des millionnaires qu'il y a des gens qui crèvent la dalle, et c'est parce qu'il y a une agriculture industrielle qu'il y a des paysans qui crèvent aujourd'hui. J'insiste sur ce fait, il y a 600 ou 700 suicides par an, ce qui est 2 fois plus que la moyenne des autres professions. Et nous on pense que nos alternatives sont... Alors c'est pas qu'elles sont pas à la hauteur, c'est qu'elles sont grave à la hauteur nos alternatives. C'est que ce n'est pas par la diffusion de nos alternatives qu'on enrayera ça. Il faut diffuser les alternatives, mais qu'en même temps on puisse stopper l'avancée des autres, parce qu'ils avancent plus vite que nous. Moi, je m'accroche à la lucidité. Je préfère qu'on ait la conscience que le chemin est étroit et qu'on ne va pas gagner immédiatement, mais que nous sommes en pleine lucidité de ce qui est en train de se passer, plutôt que d'avoir l'impression qu'on est super puissant et qu'on a plein d'espoir et que ça va marcher, alors qu'en fait, on est en train de s'illusionner totalement. Voilà. Et après, je comprends, je conçois que psychiquement, nous sommes différents et que tout le monde ne puisse pas supporter ça. Je le comprends et je le conçois. C'est pour ça que je pense que l'idée n'est pas de transformer tout le monde en combattants. Peut-être, il faudrait juste qu'on partage plus nombreux quelque chose qui serait juste de dire la transformation sociale, réellement transformer la société profondément, dans ses lois, dans ses institutions, voilà, pas juste à la marche, nécessite au moins 3 choses. Et après, si on est d'accord là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on doit tous s'inscrire dans ces 3 modalités, mais on a toute la conscience partagée qu'on a besoin des 3. Et du coup, on arrête de hiérarchiser les 3 et on est lucide sur le fait qu'on a besoin des 3. Et après, chacun, suivant son psychisme, suivant ses habitudes, suivant le moment où il en est dans sa vie, eh bien, il peut choisir de s'investir plutôt dans une des 3 modalités. La première, c'est l'alternative, la plus mise en avant aujourd'hui. Elle est inoffensive si elle est prise toute seule, mais elle est absolument nécessaire. Je cite souvent un géographe anarchiste du début du XXe siècle qui s'appelait Élisée Reclus. Élisée Reclus disait « La révolution, ce n'est que instituer ce qui y avait déjà à l'œuvre dans la société. » C'est généraliser quelque chose qui était déjà en germe. Donc, ce n'est jamais arrivé, quand on regarde toutes les révolutions, que pouf, ça y est, il y a un rapport de force, et puis que pouf, sur une page blanche, on se mette à réécrire le monde. Donc c'est très important cette phrase, parce qu'elle dit on a besoin d'alternatives qui travaillent en germe pour le moment où on aura du rapport de force, et là on aura quelque chose à proposer. Et donc l'alternative, elle est nécessaire dans cette perspective-là. D'accord ? Donc rappelons-le. Le deuxième pilier de la transformation sociale, la deuxième modalité nécessaire, c'est le rapport de force. Je viens de le décrire une fois. Nous ne ferons pas l'économie de ralentir les dominants. Mais c'est pareil dans n'importe quel sujet. Dans la question du rapport homme-femme, on a beau émanciper les nanas, à un moment donné, il va falloir arrêter le pouvoir du patriarcat et réclamer de l'égalité par la loi contraignante. Et le
troisième pilier qu'on a tendance à rajouter, c'est l'éducation populaire, précisément, comme en soi une modalité de transformation sociale. C'est la bataille culturelle, c'est ce travail lent et ingrat de diffuser des idées, de se bâtir des imaginaires, des contre-imaginaires là où il n'y en a pas, etc. C'est absolument nécessaire, on ne bâtit rien sans imaginaire. C'est l'aspect éducatif. Et donc je pense qu'on pourra atteindre peut-être un peu d'espoir quand on sera tous convaincus, en tout cas les gens actifs, les gens militants, les gens qui essaient de se projeter, qu'il y a besoin de ces trois piliers tenus ensemble, ce qui ne veut pas dire que chacun on est des super-héros et des super-héroïnes et qu'on est capable de s'investir dans les trois. Mais par contre, que si je suis engagé à construire des yourtes, par exemple, dans le Trièves, et ben, je me sens solidaire de mes camarades qui sont dans les logements sociaux, dans les quartiers populaires, en train de se battre pour obtenir des droits aux classes populaires, pour pas qu'elles se fassent expulser. Se sentir solidaire de ça. Plutôt que de leur dire, mais arrêtez de vous battre, la solution c'est de faire des yourtes. Oui. Vous voyez, cette opposition-là, elle est stérile. Elle est stérile, elle nous emmène à chaque fois, pour moi, elle crée de l'impuissance et elle crée du désespoir dans les deux sens. Donc, voilà. Par contre, quelqu'un qui dirait, bah ouais, moi, c'est pas mon truc d'aller faire des manifs ou de faucher des drones, ou de faucher des OGM, c'est pas mon truc. Par contre, voilà, je vais me foutre avec mes trois potes à la campagne et on va faire de la permaculture. Ça me va si cette personne-là se sent solidaire dans son discours, qu'elle ne nous raconte pas que c'est une fois que tout le monde aura fait de la permaculture que ça y est, on aura effondré la... Voilà. Si elle ne raconte pas ça, bah c'est cool, elle fait le travail nécessaire à la transformation sociale. Moi, je ne perds pas espoir qu'il y ait suffisamment de gens qui ont envie de se battre. Je n'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années. Mais je suis obligé de constater que ces dernières années, j'ai été agréablement surpris, et notamment des classes populaires, parce que j'en ai pas assez parlé. Mais la question sociale pour moi est centrale. Les classes populaires, ce sont celles qui m'ont agréablement surpris ces dernières années en termes de capacité de lutte. On a eu les gilets jaunes, on a eu une succession de réveils populaires qui du coup moi je ne dis rien de ce qui va se passer pour la suite, j'en sais rien. En tout cas ça me paraît pas si fermé que ça et si désespéré. Si on a la lucidité dans par exemple la transition écologique qui est votre sujet, votre point de départ, qu'on a la lucidité qu'il y a un problème social de base qui est que les gens qui s'intéressent à la transition écologique, les gens qui s'investissent là-dedans, les gens qui s'investissent dans une agriculture paysanne, sont marqués socialement. Alors ça, nous, en tout cas sur notre champ de l'agriculture, on voit, honnêtement, on ne peut que tirer le constat que la plupart des personnes qu'on accompagne, qu'on installe dans ces trucs-là, ne sont pas les classes populaires, ni de la ville, ni de la campagne. Ce sont plutôt les classes de la petite bourgeoisie éduquée, dont je fais partie, voilà, les déserteurs du marché du travail, surdiplômés, la plupart du temps, voilà, c'est le profil type, bac plus 5, bac plus 8, qui déserte et qui, en quête de sens, va aller s'engager dans des parcours alternatifs. Et ça, c'est à la fois extrêmement chouette qu'il y ait ce côté désertion du marché du travail, mais il faut regarder en face cette rupture sociale pour qu'on continue à s'adresser aux classes populaires. Sinon, on va créer un élitisme de l'alternatif qui, de fait, sera à la fois inefficace, mais nous pose moins un problème politique. Pose un problème politique. C'est en fait regarder comme on est trop balèze dans notre alternative et ne regardons pas que les classes populaires sont en train de crever, de mal se nourrir. En gros, mon conseil principal, c'est décrochons-nous de l'idéologie dominante. L'idéologie des dominants en ce moment, c'est le renvoi à la responsabilité individuelle. Si tu veux, tu peux. Voilà, mon conseil, ça serait ne formulez jamais cette phrase. Cette phrase est une phrase réactionnaire. Cette phrase, c'est la phrase des dominants. C'est l'arnaque. Et ce si tu veux, tu peux, qui a un fond de vérité, hein, mais il faut s'en défaire. Parce que ça nous empêche de voir qu'en fait, c'est pas vrai, qu'on n'a pas tous les mêmes privilèges et qu'on part pas tous du même endroit et que c'est pas vrai. Si t'es une nana et que tu veux avoir une super carrière, tu vas juste devoir te déchirer 4 fois plus que si t'étais un mec. Voilà, c'est comme ça. Et ça, voilà. Et moi, j'ai beau être pro-féministe, il n'empêche que si je suis dans la rue, j'ai mon sac à dos de privilèges d'homme et que toute la société va me regarder différemment que si j'étais une femme. Voilà, c'est ça le regard en termes de sociologie. Et du coup, mon conseil, c'est putain, lisez de la socio. Et donc, décalez-vous de ce réflexe de il suffit que le consommateur consomme mieux.
Typiquement un truc qu'on entend dans les trucs de transition. Bah non, en fait, il suffit pas. Où il suffit que le producteur produise mieux, où il suffit que l'individu fasse que. Voilà, bah, cette approche-là est l'approche, c'est 30 ans de victoire du libéralisme qui nous ont mis ça dans nos têtes, et c'est l'arnaque. Collé à ça, c'est, quel que soit le domaine dans lequel vous vous intéressez, la première question à se poser liée à ça, c'est qui sont les premiers concernés? Qui sont les premiers concernés? Et moi, je me démène dans mon petit bocal là de l'agriculture paysanne, avec notamment cette population grandissante d'ingénieurs agroécologistes qui ont envie de sauver le monde, mais qui n'ont pas un regard sur eux-mêmes, la place dans laquelle ils sont dans la société. Et c'est pas de leur faute, mais la place dans laquelle les a mis la société, notamment quand on fait une école d'ingénieur, on est déjà là, posé là sur la société, et on est chez les prescripteurs. Et du coup, l'ingénieur sorti d'école d'agro qui a envie de changer le monde ne perçoit pas assez qu'en fait, ça sera violent son geste d'aller prescrire quelque chose de meilleur à d'autres. Et mon conseil, c'est, par exemple dans ce domaine-là, demander aux paysans. D'abord, qui est le premier concerné, le paysan, la paysanne. Ne partez pas du principe qu'il ne sait pas et qu'il va falloir qu'on aille lui expliquer comment faire, et que si vous vous mettez au service des premiers concernés, ça va mieux marcher que si vous dites je vais sauver le monde et trouver des solutions pour eux. Voilà. Trouver des solutions avec eux. Et pour moi, le geste de l'atelier paysan, il est là. Il est précisément là et il fait toute la différence.